Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce dimanche 26 juillet. Les statues de Joséphine de Beauharnais et de Belin-Dénambuc détruites aujourd'hui par des activistes. Ils l'avaient annoncé et sont donc passés à l'acte. Richard Chateaudéga, historien, sera notre invité. Depuis 13 heures aujourd'hui, il n'y a plus de statues sur la Savane ni sur le front de mer de Fort-de-France. Les activistes l'avaient annoncé, ils sont donc passés à l'action avec des masses, des sangles et des tractions. Ils ont mis à bas les statues de Joséphine de Beauharnais et de Belin-Dénambuc. La première datait de 1859 et la deuxième de 1935. Cécile Mar, François Marlin. 11h36, la statue de Joséphine de Beauharnais touche le sol. Elle était installée à Fort-de-France depuis 1858. Midi, la statue de Belin-Dénambuc tombe des 4 mètres de son socle. Elle était là depuis 1935. Il aura fallu à peine 1 heure à 200 personnes pour changer le visage de la Savane et du front de mer. Les manifestants se sont d'abord attaqués à Joséphine de Beauharnais, à coups de masse, sous les yeux de l'un de ceux qui avait, en 91, retiré sa tête. En 91, il y a des gens qui pétaient tête Joséphine de Beauharnais. Nous avons été en tête Napoléon, aussi qui pétait en 91. Mais il y a un écusson qui a fait apologie de crimes contre l'humanité, Napoléon Bonaparte, empereur des Français. La ville Fort-de-France, et puis l'État français en premier, depuis 2001, loi Taubira, il était en infraction. Après 30 minutes de démolition, le socle de marbre se fendille, laissant apparaître du sable, et les tractions font le reste. Pour Belin-Dénambuc, c'est un peu plus périlleux. Une meuleuse et de l'acrobatie sont nécessaires. Partout dans le monde, en Australie, en Afrique, en France, aux États-Unis, à Londres, partout. C'est pour montrer que l'oppression coloniale est toujours là, elle est toujours présente. Le peuple noir souffre beaucoup. C'est comme si que la Shoah, vous mettez Hitler, un statut d'Hitler dans la Shoah, ça allait choquer, ça va choquer. Ben, c'est pareil pour nous. Donc on demande tout simplement à l'État français de nous respecter. Quelques élus de la ville sont présents. La mairie s'était engagée à retirer la statue de Dénambuc, mais s'était opposée au déboulonnage de ce matin. On regrette déjà ce qui s'est passé. Il faut rappeler quand même que depuis le départ, la porte a toujours été ouverte. On a toujours privilégié le dialogue. Nous avons mis en place une commission pour s'occuper de toutes ces questions concernant la mémoire, qui se réunit encore ce vendredi-là. On dit que la porte reste ouverte et que nous sommes prêts à travailler sur ces questions-là, mais de manière apaisée. La violence ne réglera rien du tout. Le Dénambuc de bronze est ensuite découpé et sa tête traînée dans les rues de la ville comme un dernier tour de piste. Au passage, les manifestants croisent les forces de l'ordre qui sont restées à l'écart de la scène, évitant ainsi les affrontements de la semaine dernière. La tête est envoyée dans l'enceinte de la préfecture avec quelques plaques de rue que les activistes voudraient voir débaptisées. Et ces déboulonnages de statues ne sont pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un phénomène localisé. Cette semaine encore, toutes les statues de Christophe Colomb ont été retirées par la ville de Chicago. Je vous propose de revoir cette analyse de Cécile Mar. De la Grande-Bretagne à Bruxelles, des États-Unis à la Martinique, 2020 est l'année où tombent les statues de l'époque coloniale. Un mouvement démarré en 2017 aux États-Unis, mais qui, avec les manifestations de Black Lives Matter, a pris là-bas une ampleur inégalée. En Martinique, c'est en septembre 91 avec la décapitation de Joséphine de Beauharnais sur la Savane. Et plus récemment, le 22 mai dernier, avec le déboulonnage des statues de Schellcher. La mondialisation du phénomène semble influencer l'opinion publique. Si le peuple n'approuve pas, il faut la déboulonner, la déplacer. Dénambuc, comme Joséphine, comme X. Bon, il y a une histoire qui s'est faite. Bon, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais il n'y a plus lieu de la voir devant ceci, quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ces statues ici? Il faut faire comme l'Amérique, comme la France. Il faut tout enlever. Et si Schellcher, l'abolitionniste, a pu sembler une cible étrange, c'est en réalité la narration unilatérale de l'histoire qui est contestée. L'homme blanc, qu'il soit conquérant ou sauveur, est toujours représenté au-dessus du noir.
Avant de tomber, Schellcher regardait paternellement un Martiniquais enfant. Abraham Lincoln, le président abolitionniste américain, étend sa main sur un esclave agenouillé. Cette statue est censée représenter la liberté, mais à mes yeux, elle représente la soumission. Ça dit, tu sais où est ta place, c'est là que tu dois te trouver. Aux États-Unis ou en Europe, les villes prennent parfois les devants et font tomber elles-mêmes leurs symboles esclavagistes. En France, le président de la République se refuse à en faire autant. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Mais sans l'accord du président de la République et sans celui de la mairie, les statues de Joséphine de Beauharnais et Belin d'Hénambuc sont tombées ce dimanche 26 juillet 2020. Et justement, la statue de Joséphine de Beauharnais a déjà fait couler beaucoup d'encre. Retour sur les faits marquants de son histoire avec Christophe Arnerin. C'est le 29 août 1859 que la statue de Joséphine de Beauharnais a été inaugurée au centre du jardin de la Savane, à Fort-de-France. En 1974, le maire Aimé Césaire décide de réaménager la Savane en déplaçant la statue sans son large socle de granit et sa grille ouvragée, une décision qui répond déjà aux besoins exprimés par une partie de la population, rendre moins visible la statue. En 1991, un commando baptisé Ishtelga la décapite au motif qu'elle aurait contribué à rétablir l'esclavage en 1802. Sa tête ne lui sera jamais restituée, seule une peinture rouge, symbole du sang, demeure sur le cou et le buste. Le 31 décembre 1992, la statue et son socle ont été inscrits au titre des monuments historiques. 28 ans plus tard, le 26 juillet 2020, elle est déboulonnée par des militants du collectif Rouge Vert Noir. Et notre invité ce soir, Richard Chateau-Degas, historien, bonsoir. Bonsoir. Alors, détruire ces deux statues qui trônent depuis plusieurs années à Fort-de-France marque une page de l'histoire de notre île. En tant qu'historien, comment interprétez-vous cet acte ? Cet acte, à mon avis, exprime une saturation de la société, des nouvelles générations en particulier. Je dis des nouvelles générations au pluriel parce qu'en fait, ces statuts font l'objet de dénonciations depuis déjà plusieurs décennies à la Martinique. Le sujet que vous avez montré fait le point un peu là-dessus, montre qu'il y a une historique. Donc on sait que ce sont des statuts qui posent problème, comme vous l'avez indiqué également. Comme la municipalité de Fort-de-France elle-même, au temps de Césaire, on avait conscience, puisqu'il y a eu un réaménagement qui visiblement n'était pas suffisant. Il y a un aigle marron qui a été installé, mais il faut dire qu'il est installé loin du centre. Il n'est pas à la vue de tous, ce n'est pas ce qu'on voit en arrivant. Et ce qu'on voit en arrivant à la Martinique, par la mer, c'est ce premier colonisateur. C'est les Joséphine, et cela, ça fait un moment que cela pose problème. Donc, le peuple réagit et il fait l'histoire. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage de Cécile Marc et François Marlin, une personne qui parle d'oppression coloniale présente. Absolument. Je crois que fondamentalement, au-delà des questions d'histoire, parce que depuis le 22 mai en particulier, on parle beaucoup d'histoire, mais peut-être qu'on aborde la question d'une manière qui n'est pas celle qu'il faudrait pour se faire entendre par ces jeunes, parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur cette antenne, les jeunes ne posent pas une question d'histoire. Ils posent une question d'une autre nature qui, à mon avis, est essentiellement politique. Ils posent le problème de la domination coloniale qui perdure en Martinique et non pas une question d'histoire. Ça veut dire que par ces actes, vous voyez aussi une traduction politique? Absolument. Je crois que fondamentalement, ce sont des gestes politiques qui sont posés. L'histoire est évoquée. Bon, alors évidemment, ce ne sont pas des spécialistes de l'histoire, donc il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui écorchent les oreilles des historiens, parce qu'elles ne sont pas rigoureusement exactes. Mais quant au fond, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Alors, c'est important quand même de faire le point là-dessus, parce que sinon, on risque d'arriver à des choses que je vois se dessiner, une sorte d'affrontement intergénérationnel, peut-être un peu de suffisance, de mépris que nous avons envers nous-mêmes, que les générations précédentes ont pu avoir, également vers les générations qui les ont précédées, mais je crois qu'il est important que nous sortions de cette dynamique, de cette logique où chaque génération
arrive sur la scène sans connaître l'histoire, et ça c'est de la responsabilité. Vous pensez que c'est le cas? C'est le cas, visiblement c'est le cas. Puisque, alors, justement, vous parlez d'exactitude tout à l'heure. Joséphine de Beauharnais, on a vu que la statue a été détruite, située place de la Savane. Dans les mémoires collectives, on l'associe souvent au rétablissement de l'esclavage en 1802. Est-ce vraiment le cas si on doit parler d'exactitude au niveau de l'histoire? Oui, alors... Et qui était-elle surtout? Oui, alors bon, on sait bon, qui elle était. Qui elle est dans les grandes lignes. Oui, donc on va peut-être aller directement à ce qui est peut-être moins connu. Dans les mémoires collectives. Oui, alors au niveau des mémoires, la mémoire collective, la mémoire historique, l'a associe et attribue à Joséphine une responsabilité dans le rétablissement de l'esclavage par le premier consul Bonaparte en 1802. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas un fait nouveau, c'est très ancien, c'est une mémoire ancienne qui le fait. Je ne sais pas, mais dans les années, pendant l'entre-deux-guerres, à un moment où l'histoire de la Martinique était enseignée régulièrement dans les classes primaires supérieures, etc. Il y a eu un ouvrage d'un Martiniquais, d'un directeur d'école martiniquais, Jules Lucrèce, Histoire de la Martinique, qui aborde cette question très précisément et qui dit que on a tendance à attribuer à Joséphine un rôle dans le rétablissement de l'esclavage par le consul. Bon, il se démarque, après Sidney, il se démarque de ce point de vue et il dit qu'il ne croit pas, enfin, il dit qu'il est certain qu'il y a eu des intrigues en direction de l'impératrice afin qu'elle influe, qu'elle pousse Napoléon à remettre en cause cette loi, l'abolition de 1794, comme il a remis en cause le droit des libres de couleur d'aller en France, de se retrouver sur le sol national. Par contre, il dit qu'il ne croit pas que l'intervention de l'impératrice, vu ce que l'on sait de Bonaparte, il n'avait certainement pas besoin de l'intervention de l'impératrice pour abolir l'esclavage. Donc je crois que c'est exact. Mais comme je vous le dis, donc je pense qu'effectivement, l'impératrice Joséphine n'a pas eu à intervenir. Je ne crois pas que Bonaparte était le type d'homme à attendre de son épouse qu'elle lui incite. Cependant, c'est légitime, c'est-à-dire que cette mémoire existe, elle existe de très longue date et il est difficile parce que... Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Après, c'est une page d'histoire, en effet, qu'il est difficile d'aborder en quelques minutes. Oui, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Et sachez que dans un communiqué, le préfet de la Martinique, Stanislas Cazel, a réagi suite à ces actes. Il condamne, je cite, ces destructions qui sont l'action inadmissible d'une minorité violente. Fin de citation. Et dans une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ces militants politiques ont posé un nouvel ultimatum au maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, le sommant de casser l'une des portes d'entrée du parc Aimé Césaire, une porte édifiée, précise-t-il, afin de célébrer les 300 ans du débarquement de Belin-Dénambuc. Il lui donne jusqu'à dimanche prochain pour le faire.